6 et 6 Saint du Saint Introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux mystères et aux histoires fascinantes du monde de la célébrité, où l'on décortique les vies derrière les projecteurs avec un œil curieux et sans filtre. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des chapitres les plus énigmatiques et controversés de la légende Michael Jackson, sa relation avec Debbie Rowe, l'ex-femme discrète qui a donné naissance à 2 de ses enfants, Prince et Paris. Imaginez une histoire qui mêle amour improbable, amitié forgée dans l'ombre des cabinets médicaux, grossesse planifiée comme des scénarios hollywoodiens, divorce aux enjeux financiers colossaux, rumeurs persistantes sur des paternités cachées et une résilience face au cancer qui force l'admiration. Debbie Rowe, souvent éclipsée par le roi de la pop, est restée une figure énigmatique, loin des paillettes et des scandales qui ont défini la vie de Jackson. Son mariage en 1996, ultra médiatisé, n'a duré que 3 ans, se soldant par un divorce en 1999. Et pourtant, sa seule interview en profondeur, accordée en 2003 en riposte au documentaire Shock Living with Michael Jackson de Martin Bashir, a révélé des pans entiers d'une vie privée qui n'ont jamais été diffusés publiquement. Que cachaient ces heures d'enregistrements inédits? Était-ce un conte de fait tordu par la célébrité ou une transaction froide motivée par l'argent, la publicité et le désir ardent de Jackson de devenir père? Dans cette vidéo marathon, nous avons compilé, analysé et étendu tous les témoignages révélateurs de Rowe sur son lien avec Jackson, leur amitié naissante, le mariage express, la parentalité atypique, les ombres de la drogue et des batailles judiciaires pour la garde, sans oublier les échos posthumes après la mort tragique de Michael en 2009. Où en est Debbie Rowe aujourd'hui, en 2025, à l'aube de ses 66 ans? Que dit-elle de ses enfants, de son ex-mari et de cette vie qu'elle a choisie dans l'ombre? Accrochez-vous, car nous allons explorer cela étape par étape, avec des détails croustillants, des contextes historiques sur la carrière de Jackson, des analyses psychologiques sur leur dynamique relationnelle et même des comparaisons avec d'autres unions célèbres comme celle avec Lisa Marie Presley. Cette plongée exhaustive durera plus de 7000 mots. Oui, vous avez bien lu, pour une vidéo qui vous tiendra en haleine pendant 1 heure ou plus. Si vous êtes fan de true crime hollywoodien, d'histoires d'amour compliquées ou simplement curieux de l'héritage Jackson, likez déjà, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, la vérité attend derrière les portes closes. Les origines d'une amitié improbable, 1986 à 1993. Plongeons dans les racines de cette saga, qui commence non pas sur une scène scintillante ou lors d'une première hollywoodienne, mais dans l'atmosphère stérile et confidentielle d'un cabinet de dermatologie à Beverly Hills. Nous sommes en 1986, au cœur des années 80 où Michael Jackson, fraîchement auréolé du succès monstre de Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps avec plus de 70 millions d'exemplaires écoulés, lutte en secret contre des tourments physiques qui le rongent de l'intérieur. Le vitiligo, cette maladie auto-immune qui dépigmente la peau par plaques irrégulières, et le lupus érythémateux disséminé, une infection inflammatoire chronique, le force à multiplier les visites chez le Dr Arnold Klein, un dermatologue renommé pour son expertise en troubles cutanés et son carnet d'adresses VIP. C'est là, au milieu des seringues, des crèmes et des consultations discrètes, que Michael croise pour la première fois Debbie Rowe, une assistante médicale de 28 ans, aux cheveux châtain mi-longs, au sourire timide et à la personnalité effacée qui contraste violemment avec l'aura survoltée du roi de la pop. Debbie, originaire d'une famille modeste de Spokane dans l'État de Washington, avait atterri à Los Angeles en quête d'une vie plus stable après un parcours chaotique. Un mariage précoce et déjà orageux avec Richard Edelman, un homme qu'elle décrira plus tard comme une prison émotionnelle. Formée en tant qu'assistant vétérinaire, un détail qui en dit long sur son amour des animaux, qu'elle traitera plus tard comme des membres de sa famille, elle s'est reconvertie dans l'assistance médicale humaine, trouvant dans le cabinet de Klein un refuge où son empathie naturelle pouvait s'exprimer. Michael, avec sa peau sensible et ses insécurités profondes sur son apparence, amplifiée par les tabloïds qui le caricaturaient déjà comme un wacko-jacko excentrique, trouve en début une oreille attentive, loin des groupies hystériques et des managers calculateurs. Elle répond à ses questions pointues sur les traitements, lui explique les effets secondaires des crèmes dépigmentantes qu'il utilisera pour uniformiser son teint, et surtout, elle l'écoute. Pas comme une fan en transe, mais comme une confidente. Il avait besoin de quelqu'un qui le traite comme un être humain normal, pas comme une icône intouchable, racontera plus tard une collègue anonyme du cabinet, soulignant comment ces échanges anodins se muent en une amitié profonde. Au fil des mois, cette relation évolue subtilement. Michael, le showman éternel qui enchante des stades entiers avec des moonwalks légendaires, commence à envoyer à Debbie des cadeaux personnels, des vinyles signés de ses albums, des posters encadrés de ses clips iconiques comme Billy Jean, et même des peluches customisées à l'effigie de ses personnages Disney préférés, car oui, le roi de la pop était un inconditionnel de Peter Pan et de Neverland, son futur ranch féerique. Debbie, fière et touchée,
affiche ses trésors dans son petit bureau exigu, transformant l'espace clinique en un sanctuaire jacksonien. Son amie proche, Tonya Boyd, une autre assistante du cabinet, se souvient avec un sourire nostalgique. Debbie était complètement sous le charme. Elle ne parlait que de lui pendant nos pauses café. Si les gens le connaissaient comme moi, ils ne le trouveraient pas étrange, disait-elle souvent. Il est unique, un peu excentrique, mais avec un cœur d'or immense point. Cette admiration n'était pas celle d'une groupie. C'était un amour platonique, nourri par des confidences partagées dans l'intimité d'un cabinet médical, loin des flashs des paparazzis. Les années passent, et cette amitié se solidifie comme un rempart contre les tempêtes qui s'amoncellent sur la vie de Michael. En 1988, alors que Bob propulse Jackson vers de nouveaux sommets avec des tubes comme Smooth Criminal, Debbie traverse une épreuve personnelle majeure, son divorce avec Richard Edelman. Ce mariage, qu'elle qualifiera rétrospectivement de cage dorée où elle se sentait étouffée par un partenaire possessif et distant, la laisse brisée, doutant de sa capacité à aimer à nouveau. Michael, de son côté, accumule les cicatrices émotionnelles. Les rumeurs sur son enfance abusive sous la férule de Joe Jackson, les pressions de la Motown qui l'ont forcé à grandir trop vite et les échecs amoureux qui le hantent. Lors de leurs conversations tardives, souvent par téléphone, car Michael évitait les sorties publiques pour préserver sa peau fragile, ils se confient mutuellement leurs blessures. Debbie partage les détails crus de son union ratée, les disputes interminables sur l'argent et la liberté. Michael, lui, ouvre les vannes sur ses propres déboires, évoquant ses flirts éphémères avec des actrices comme Tatum O'Neal ou Brooke Shields, qu'il décrit comme des amitiés mal interprétées par la presse. Cette connexion mutuelle, forgée dans la vulnérabilité, les rapproche inexorablement. Mais c'est en 1993 que leur lien est mis à l'épreuve ultime. L'année marque un tournant sombre pour Michael. Les premières accusations d'abus sexuels sur mineurs, lancées par Jordan Chandler, un garçon de 13 ans qu'il avait invité à Neverland. Le monde entier bascule dans un cirque médiatique frénétique, des unes de Newsweek titrant « Est-il un pédophile ?», aux manifestations de fans en pleurs devant le tribunal. Michael, accusé de cette chef d'inculpation grave, sombre dans une dépression abyssale, aggravée par une dépendance croissante aux analgésiques prescrits pour ses douleurs chroniques. C'est là que Debbie brille par son soutien inconditionnel. Contrairement à la plupart de son entourage qui se distance par peur du scandale, elle reste à ses côtés, lui rendant visite à l'hôpital où il est interné pour stress extrême, lui apportant des livres sur l'équitation, sa passion à elle, et des cassettes de ses concerts pour lui rappeler sa grandeur. Elle était mon ancre, confiera Michael dans une lettre privée non publiée, soulignant comment Debbie, avec sa discrétion naturelle, lui offrait un espace pour pleurer sans jugement. Pour contextualiser, rappelez-vous l'époque. Les années 90 sont l'apogée de la culture du scandale aux États-Unis, boostée par des émissions comme Hard Copy qui paient des sources pour des ragots juteux. Michael, déjà perçu comme un enfant éternel piégé dans un corps d'adulte, devient la cible parfaite. Debbie, elle, incarne l'opposé, une femme ordinaire, sans ambition de gloire, qui voit en lui non pas le millionnaire, mais l'ami blessé. Leur amitié, qui a duré 7 ans à ce stade, devient un pilier. Pourtant, des fissures apparaissent subtilement. Michael commence à évoquer son rêve le plus cher, la paternité. Obsédé par l'idée d'avoir des enfants, influencé par son enfance volée et son amour pour les gosses qu'il invite à Neverland, il confie à Debbie ses frustrations face aux candidates potentielles qui le fuient à cause de sa célébrité. Elle écoute, compatissante, sans se douter que ces conversations plantent les graines d'un avenir impensable. En analysant psychologiquement leur dynamique, on peut y voir un classique archétype freudien. Michael, le narcissique blessé cherchant une mère nourricière, et Debbie, la soignante altruiste comblant un vide affectif par procuration. Des biographes comme Girandi Taraborelli, dans Michael Jackson, The Magic and the Madness, décrit cette phase comme un lien symbiotique, où l'un guérit l'autre sans exiger de réciprocité immédiate. Mais déjà, des murmures émergent dans l'entourage de Klein. Debbie est amoureuse, mais elle sait que c'est impossible. Tonya Boyd le confirme. Elle le défendait bec et ongles contre les ragots. Pour elle, Michael n'était pas un monstre, c'était un génie incompris. Cette partie de leur histoire, souvent reléguée aux notes de bas de page des biographies, révèle pourtant l'essence de leur union future, une fondation bâtie sur l'empathie, pas sur la passion hollywoodienne. Tandis que 1993 s'achève avec un règlement à l'amiable des accusations pour 23 millions de dollars versés à la famille Chandler, Debbie reste, fidèle au poste, ignorant que son rôle dans la vie de Michael est sur le point de basculer d'amie à mère porteuse. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Restez avec nous pour la suite, où les tensions avec Lisa Marie Presley entrent en scène. Soutien inébranlable et tensions avec Lisa Marie Presley, 1993 à 1996. 1993 n'est pas seulement l'année des accusations qui ébranlent l'Empire Jackson,
C'est aussi celle où Michael, dans un geste théâtral typique de sa vie, épouse Lisa Marie Presley, la fille unique d'Elvis, le roi du rock. Ce mariage surprise, annoncé en mai 1994 après une rencontre secrète en 1992, est perçu comme un coup de maître publicitaire, deux icônes dynastiques unies pour contrer les rumeurs de pédophilie et booster les ventes de l'album Dangereux. Mais derrière les photos de baisers volés sur le balcon de Budapest, immortalisées par Rolling Stone, se cache une union fragile, minée par des incompatibilités profondes. Lisa, rockeuse indépendante élevée dans l'ombre d'Elvis, apporte avec elle un bagage de scepticisme envers la célébrité. Michael, lui, rêve d'une famille nucléaire idéale avec enfants et foyer stable. Et au milieu de ce tourbillon, Debbie Rowe, l'amie fidèle dont l'existence est soudainement reléguée au secret le plus absolu. Lorsque Michael épouse Lisa, il impose à Debbie une discrétion absolue. Ne dis rien, ne montre rien. Lui aurait-il glissé lors d'un appel nocturne, conscient que la jalousie de Lisa pourrait tout faire imploser. Debbie, loyale jusqu'à l'os, accepte, continuant ses visites sporadiques au ranch Neverland sous couvert d'amitié médicale. Mais Lisa, intuitive et possessive comme elle l'admettra plus tard dans une interview Playboy de 2003, flaire quelque chose. Elle interroge Michael sur cette assistante dermatologue qui semble trop proche, trop disponible. Je savais que Debbie avait des sentiments pour lui, confiera Lisa des années après. Elle voulait ses enfants. C'était évident dans la façon dont elle le regardait pendant nos dîners communs. En réalité, les interactions étaient rares. Une poignée de rencontres tendues où Debbie, avec son style vestimentaire simple, jeans usés et chemise à carreaux, contrastait avec l'élégance sophistiquée de Lisa. Elle n'était pas son type, lâchera Presley avec une pointe de mépris, soulignant l'apparence peu glamour de Debbie, ses cheveux souvent attachés en queue de cheval négligée et son absence totale de maquillage. Les tensions s'amplifient au fil des mois. Le mariage de Michael et Lisa, célébré comme un conte de fées modernes par les tabloïds, craquelle sous le poids des attentes non dites. Michael, obsédé par la paternité, il collectionne déjà des jouets pour un nursery imaginaire à Neverland, presse Lisa d'avoir des enfants. Elle hésite, craignant que la maternité ne l'enchaîne à un homme qu'elle perçoit comme immature, un grand enfant piégé dans des bulles de fantaisie. J'aimais Michael, mais pas assez pour sacrifier ma liberté, avouera-t-elle. Ces nuits d'insomnie, rythmées par des appels interminables entre Michael et Debbie qui deviennent le défouloir de ses frustrations, plantent les graines d'une offre inédite. Lors d'une conversation larmoyante en 1995, alors que History, son double album autobiographique, sort et qu'il tourne mondialement malgré une santé chancelante, Debbie lâche « Si tu veux vraiment être père, je porterai ton enfant. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, juste parce que je t'aime comme un frère et que je sais ce que ça signifie pour toi. » Michael, ému aux larmes, ne répond pas immédiatement, mais l'idée germe, tel un scénario digne d'un film de Tim Burton, sombre, poétique et profondément humain. Pour comprendre la profondeur de ce geste, contextualisons-le dans la psyché de Debbie. Ayant traversé un divorce douloureux, elle porte en elle une blessure de stérilité émotionnelle, non physique, mais un sentiment d'inachevé après des années sans enfant. Son amour pour les chevaux, qu'elle élève comme des âmes sœurs, reflète ce désir de donner la vie sans la possessivité. Offrir un enfant à Michael, c'est pour elle un acte d'altruisme pur, une extension de leur amitié thérapeutique. Mais du côté de Lisa, c'est une bombe à retardement. Elle perçoit ces appels comme une trahison larvée, une ingérence d'une rivalité fantôme. Les disputes éclatent. Pourquoi parles-tu encore à cette femme? Elle te manipule, hurle Lisa lors d'une engueulade mémorable à Neverland, rapportée par des domestiques. Michael, pris entre deux feux, défend Debbie comme une sœur innocente, mais le doute s'insinue. L'hésitation de Lisa sur la maternité exacerbée par ses propres traumas, comme la mort d'Elvis d'overdose en 1977, devient le catalyseur. Chaque fois qu'il raccrochait avec elle, il me regardait comme si j'étais la coupable, racontera Presley. 1995 marque l'escalade. La tournée History draine Michael physiquement, avec des épisodes de déshydratation et de migraine qui le renvoient chez Klein, et donc indirectement vers Debbie. Elle le soutient à distance, envoyant des colis de thé calmants et de livres sur la parentalité, The Hulbrand Child avant l'heure. Pendant ce temps, le mariage Jackson-Presley s'effrite. Des rumeurs de disputes publiques à New York, des voyages séparés, et une Lisa de plus en plus distante, focalisée sur sa carrière solo naissante. En janvier 1996, c'est la rupture officielle annoncée par un communiqué laconique qui fait les choux gras de People Magazine. Irconciliable différence. Mais avant même la finalisation du divorce en août, Michael se tourne vers Debbie. Sa première grossesse, annoncée en secret, tourne au drame.
En mars 1996, elle fait une fausse couche dévastatrice, perdant l'embryon lors d'une insémination artificielle préliminaire. J'ai cru que je ne pourrais plus jamais, sanglote-t-elle au téléphone. Michael la consolant des heures durant depuis sa suite d'hôtel en Australie, où il prépare la suite de sa tournée. Cette perte, gardée secrète du public, pas une ligne dans le National Enquirer. Miracle de discrétion. C'est leur pacte. Michael, qui a toujours clamé son amour pour les enfants sont des anges sans péché, dira-t-il dans Moonwalk, voit en Debbie non une amante, mais une partenaire dans un projet quasi sacré. Elle, brisée mais résolue, accepte une seconde tentative, une insémination clinique, technique et impersonnelle, comme elle le décrira plus tard avec une métaphore équine. C'était comme inséminer mes juments pour la reproduction. Très clinique. J'étais sa police de race pure. Pas de relations sexuelles, pas de romance physique, juste un don mutuel, dans un monde où la biotechnologie rend possible l'impossible. Les tabloïds, flairant le scoop, s'emballent dès septembre 1996. Jackson perd célibataire via mère porteuse. Les gros titres dépeignent Debbie comme une monstre opportuniste, elle et Michael comme un duo contre nature. Furieuse, elle riposte dans une rare déclaration. Ils nous font passer pour des vampires. C'est de l'amour pur, pas un contrat. Analysons cela. Dans les années 90, la gestation pour autrui est un tabou, légalement gris et moralement chargé, surtout pour une star comme Jackson, dont l'image oscille entre messie et paria. Des experts en bioéthique, comme ceux cités dans The Ethic of a New Reproductive Technology, comparent ce choix à un contrat prénatal, soulignant les risques émotionnels pour la porteuse. Debbie, pourtant, y voit une libération. Après sa fausse couche, c'est une rédemption. Michael, lui, finance tout, consultation, test et un soutien discret qui s'élèvera à des millions au fil des ans. Catherine Jackson, la matriarche témoin de Jéhovah, horrifiée par un enfant hors mariage, écho à l'illégitimité de la demi-sœur de Michael, Giovanni, intervient, épouse cette brave fille, Mikey, donne un nom à ton bébé, pas comme ton père. Ces mots, prononcés au téléphone depuis Gary, Indiana, pèsent lourd. Michael, traumatisé par l'infidélité de Joe, cède. En novembre 1996, il appelle Debbie en Australie. Viens, on se marie demain. Un mariage express à Sydney, béni par Lisa elle-même qui, dans un geste d'apaisement, donne sa bénédiction la veille. C'est ce chapitre. Mais les ombres de Presley planent encore. Je savais que Debbie l'attendait dans l'ombre, dira-t-elle. Cette partie, riche en drames intimes, révèle une Debbie Rowe comme pilier invisible, prête à tout pour l'homme qu'elle aime platonisement. Prochaine étape, la naissance de Prince et les premiers craquements du couple. Le mariage express, la naissance de Prince et les 1er août 1996 à 1997. Novembre 1996, hôtel Sheraton The Park à Sydney. Une suite somptueuse aux baies vitrées surplombant l'opéra iconique, mais l'ambiance est loin d'être une lune de miel glamour. Michael Jackson, 38 ans, en jogging noir et casquette enfoncée, fait face à Debbie Rowe, 37 ans, le ventre déjà arrondi par une grossesse de 4 mois, vêtue d'une robe blanche simple cousue à la hâte par un styliste local. Pas de traîne interminable, pas de fleurs exotiques importées d'Hawaï, juste 15 invités triés sur le volet, dont le neveu de Michael, Anthony, 7 ans, en témoin improvisé, et un rabbin pour la cérémonie civile. Le vœu est prononcé en moins de 10 minutes. Je te prends pour mère de mes enfants, pour ami éternel. Les flashs des paparazzis, massés dehors comme une horde de loups, percent les rideaux. Ce mariage, impulsé par la pression maternelle de Catherine et la peur des scandales, n'est pas un coup de foudre. C'est un contrat moral, un rempart contre les témoins de Jéhovah qui condamnent les naissances illégitimes, et un geste pour légitimer l'enfant à venir. Pourtant, pour le public, c'est un soap-opéra. Jackson épouse sa mère porteuse pour 10 millions, titre les Sun et Daily Mail, spéculant sur une paternité douteuse ou un arrangement financier. Michael, fidèle à son habitude, esquive les questions post-cérémonie, bombardé par les journalistes à l'aéroport. Mike, comment c'est d'être marié? Heureux? Un jour béni? Il marmonne un oui, laissez-nous en paix avant de s'envoler pour la suite de sa tournée historique, qui enchaîne 82 dates devant des millions de fans en transe. Debbie, elle, retourne à Los Angeles, seule avec son secret grandissant, digérant la réalité. Elle est Madame Jackson, mais pas vraiment épouse. C'était pour le bébé, pas pour une vie à deux, confiera-t-elle en 2003, révélant les nuits solitaires passées à caresser son ventre en écoutant You Are Not Alone en boucle. Les fans, eux, sont déchirés. Forum Usenet explose de théories conspirationnistes. C'est un piège. Elle est enceinte d'un autre. Tandis que les pétitions circulent pour sauver Michael de cette Goldie Gay.
Un fan anonyme sur un bulletin board précoce résume le chaos. Ma vie est finie. Elle va le ruiner comme Lisa. Pour contrer la tempête médiatique, Michael sort de sa réserve lors d'une conférence de presse à Munich en 1997. Debbie et moi, on s'aime pour tout ce que vous ne verrez jamais sur scène ou en photo. Je suis tombé amoureux de sa beauté sans prétention, de sa générosité pure. Elle m'aime pour qui je suis, pas pour le show. Ces mots, prononcés avec une sincérité palpable, tout certain, mais les cyniques y voient du scripting hollywoodien. En réalité, leur lune de miel est sporadique. Michael, en tournée perpétuelle, appelle Debbie depuis des hôtels anonymes, discutant prénoms Michael Joseph Jr. ou Prince, en hommage aux aïeux Joseph, et crainte le vitiligo héréditaire. Debbie, pragmatique, prépare un nursery minimaliste chez elle, loin du palais kitsch de Neverland. Des documents judiciaires ultérieurs révéleront des paiements généreux, 1,5 million de dollars annuels pour soutien familial, plus une maison de 1,3 million à Palmdale en 1997, un ranch modeste où ils ne vivront jamais ensemble, soulignant la nature platonique de leur union. Le 13 février 1997, au Cedar Sinai Medical Center de Los Angeles, le même hôpital où sont nés les Kennedy et où Madonna accouchera plus tard, Prince voit le jour par césarienne programmée. 3,4 kilos, yeux marrons comme son père, il crie vigoureusement, mais l'euphorie vire au cauchemar. Des problèmes respiratoires mineurs l'envoient en néonatologie pour 5 heures d'observation. Michael, masqué et ganté pour éviter les infections, coupe le cordon ombilical avec Debbie, un moment immortalisé en privé. C'était magique, comme si Dieu m'avait enfin souri, écrira-t-il dans son journal intime, publié posthumément. Mais la bulle éclate vite. Prince est emmené à Neverland sous escorte de garde du corps, tandis que Debbie récupère chez une amie interdite de visite immédiate pour raison médicale. 6 semaines passent avant qu'elle ne revoie son fils, lors d'une séance photo orchestrée à l'hôtel Bel Air, où on lui tend le bébé comme un accessoire, sourit pour la caméra avec Michael. Les flashs crépitent, elle pose, raide, le cœur serré. C'était comme prêter un jouet, dira-t-elle amèrement, sentant déjà l'attachement s'effilocher pour se protéger. À Neverland, Prince grandit dans un cocon surprotégé. 6 nounous, 6 infirmières, un carrousel géant et 1 au personnel. Debbie, reléguée à des visites sporadiques, joue un rôle périphérique. Une ex-nounou, Mary Barnes, témoigne. Je l'ai vue 3 fois max et elle avait l'air éteinte. Pas maternelle, juste polie. Cette distance n'est pas de la négligence. C'est un choix conscient, né de l'accord initial. Debbie porteuse, Michael père solo. Pourtant, des fissures apparaissent. En novembre 1997, nouvelle bombe. Debbie est enceinte d'une fille, Paris, conçue cliniquement à Paris lors d'une escapade de Michael. Mais les rumeurs s'emballent. Michael vit main dans la main avec Lisa Marie à Londres, en Afrique du Sud, même à Johannesburg pour un remariage secret. Les tabloïds s'enflamment, Star Magazine titre Jackson trompe sa femme enceinte avec son ex. Alimentés par des PDA public display of affection, qui sentent le coup de pub. Debbie, dans une interview télévisée rare, nie « Je ne me sens pas menacé. Michael est fidèle, notre amitié prime surtout. » Mais en privé, elle avoue « Si notre mariage blesse notre lien, je le dissous pour le sauver. » Psychologiquement, cette phase est un tourbillon. Michael, bipolaire présumé, selon des biographes comme Yann Alprin, aussi entre voix paternelle et paranoïa médiatique. Debbie, en pleine grossesse à risque, combat l'isolement en se réfugiant dans ses chevaux. Des experts en relations toxiques, comme ceux de The Journal of Family Psychology, y voient un mariage de complaisance, fonctionnel pour l'enfant, destructeur pour l'intime. Catherine Jackson, toujours en toile de fond, pris pour la famille élargie, ignorant les paiements qui font jaser Mingo Lee, ex-manager, détaillera en 2002 un budget mensuel jacksonien incluant 1,5 $ pour Debbie. Les fans, divisés, lancent des boycotts. Debbie n'est pas une vraie mère, clament les anti, tandis que les pros défendent son sacrifice silencieux. Cette partie culmine sur un équilibre précaire. Un enfant adoré, un mariage de façade, et des doutes qui sèment les germes du divorce. Vers la naissance de Paris, le vrai test. Et voilà, chers viewers, la saga complète de Debbie Rowe, d'assistante discrète à mère controversée, survivante du cancer et pilier silencieux de l'héritage Jackson. Une vie de sacrifice, de rumeurs balayées, de liens reforgés, un vrai rollercoaster hollywoodien sans happy end forcé, mais avec une résilience qui force le respect. Que pensez-vous? Amour vrai ou transactions géniales? Dites-le en commentaire, likez, abonnez pour plus de Deep Dive. À bientôt pour d'autres vérités cachées.